Cette partie présente la première section qui aborde les transistors MOSFET et leur description au niveau structure et schéma. L'objectif de cette section va être de présenter les structures et les différents schémas des transistors, que ce soit pour l'utilisation analogique ou digitale. Donc pour vous, il faudra reconnaître les structures à base de transistors qu'on va appeler canal N et canal P, suivant le type de semi-conducteur, en fonction ici de leur descriptif et de leur schématique. Donc il faudra apprendre les schémas électriques dédiés aux applications analogiques et numériques. Enfin, le second point important, c'est de distinguer les modes d'opération et les différents paramètres qui vont être utilisés pour décrire l'état on et l'état off en fonction des polarisations VGS, VDS et des tensions de seuil relatifs aux transistors NMOS et PMOS. Enfin, on va pouvoir distinguer les cas de ces deux transistors canal N et canal P avec des exemples. Donc l'organisation de cette section va être basée sur la première partie 1.1 à la description des structures et des types de semi-conducteurs, dans la section 1.2 des différents modes opératoires et les schématiques relatives à ces transistors, ainsi que maintenant dans la section 1.3 les descriptions des transistors NMOS et PMOS pour arriver à la description de la cellule CMOS en agençant ces deux types de transistors. Depuis l'invention du premier transistor MOSFET en 1960, où la structure était relativement simple, c'est-à-dire la grille de commande et les jonctions de source et drain, avec le principe de field effect transistor, c'est-à-dire la commande par l'effet de champ du passage du bit. L'objectif étant de réaliser des fonctionnalités logiques simples, où les premiers circuits ont été obtenus en 1962, avec le MOSFET où nous avions 4 électrodes de commande, d'où l'appellation tétrode, où après, c'est surtout RCA et Texas Instruments qui ont passé à la phase industrielle en intégrant des circuits composés de 16 transistors, ainsi que Fairchild avec des circuits à bascule flip-flop, où là nous avions 18 transistors, ces types de transistors étant les premiers éléments utilisés en flip-flop pour mettre des mémorisations par rebouclage, qui agissent un peu avec un effet de verrouillage des états, notamment avec un bit de commande. Donc tout ça est lié, comme vous pouvez le voir sur la photo ici centrale, à la miniaturisation des circuits et à l'utilisation des transistors MOSFET avec des connexions qui vont pouvoir délivrer des fonctions logiques simples à complexes. Commençons la section 1.1 par décrire les structures et les types de semi-conducteurs utilisés pour fabriquer le transistor. Vous voyez à droite la structure du transistor qui se décompose comme la grille ou gate en rouge, ainsi que les électrodes de source et de drain en vert sur un substrat de silicium, on va dire de type P, c'est-à-dire dopé avec des accepteurs ici comme le bord, en quantité N sub. Donc le principe de lithographie par technologie planaire va être de graver en dimension de largeur WG et de longueur LG le motif de ce transistor avec des isolations par oxyde qui va donner ici le diélectrique de grille que vous voyez d'épaisseur TOX. Donc on rappelle que le principe de fonctionnement, c'est une grille centrale de structure, un métal oxyde semi-conducteur qui va avoir une structure capacitive, ainsi qu'après des sources et drains qui sont des jonctions PN polarisées en inverse, c'est-à-dire si le substrat est de type P, les diffusions de sources et drains seront N+, d'où l'orientation maintenant des diodes PN que vous connaissez parfaitement. Ensuite, le substrat de silicium va être dopé en nombre d'atomes N sub. Ce qui fait qu'on rappelle le principe, ça va être pour le transistor de moduler à partir d'une tension de grille VG supérieure ou égale à un seuil qu'on va appeler tension de seuil VT, l'apparition d'une couche d'inversion par rapport au type de substrat P, c'est-à-dire une couche d'inversion composée d'électrons libres et qui vont connecter les terminaux de source et de drain. Ensuite, la grille ici va moduler par l'intensité de VGS supérieure à VT le passage de sous-courant une fois que l'on aura mis une différence de potentiel VDS suffisante, qui soit faible à importante, jusqu'à la tension d'alimentation, qui va faire passer le courant connectant les électrodes de source et drain par le canal.
Il en résulte que dans cette structure de transistor MOSFET, nous allons avoir un certain nombre de termes et de dénominations qui sont courantes et répertoriées pour tout ce qui est modélisation par la suite. C'est-à-dire que la grille de commande, on va l'appeler polysilicium ou poly. Les sources et drains, ce seront les diffusions, N+ dans ce cas-ci. Et pour le substrat, ça sera le bulk ou substrat dopé avec N sub en quantité Na accepteur, c'est-à-dire le bore pour le silicium. Il en résulte également que les paramètres géométriques que maintenant vous commencez à connaître, ce sont WG, LG pour la géométrie en largeur, longueur. La longueur effective ici, quand on aura une technologie plus avancée, notamment pour réduire l'intensité du champ latéral avec une double diffusion N+, en N-, ainsi que l'épaisseur d'oxyde de grille. Donc, pour le cas d'un transistor que l'on va appeler transistor NMOS, le canal sera composé d'électrons qui va connecter les sources et drains, et ce courant d'électrons IDN sera positif. Il en résulte que ce courant IDS est proportionnel au rapport des géométries W sur L multiplié par la capacité de la structure centrale de grille qu'on va ici appeler Cox' avec un prime. Pourquoi? Parce que cette capacité va être exprimée par unité de farad par centimètre carré, puisque vous le multipliez ici par un ratio de longueur. Donc cette capacité Cox est dépendante des permittivités de l'oxyde divisée par l'épaisseur d'oxyde Tox. De même, comme autre structure que l'on va pouvoir rencontrer, ça va être le dispositif dual du cas NMOS, où les différents matériaux sont toujours le polysilicium, appelé poly, mais qui sera de même nature que les diffusions P+, pour ici le transistor PMOS, avec cette fois-ci le substrat ou un puits qui sera well, qui sera dopé N avec la quantité N sub qui sera égale à Nd, c'est-à-dire la quantité de donneur phosphore arsenic par rapport au silicium. Donc les paramètres géométriques restent inchangés, mais dans notre dénomination, le courant de ce transistor PMOS sera composé des trous, c'est-à-dire en régime d'inversion, qui vont connecter les sources P+, et le drain P+, sachant que ce courant du PMOS sera négatif puisqu'il sera composé par un courant de trous de charge ponctuelle positif. Donc ce courant IDS pour le cas du PMOS est de même proportionnel au ratio des géométries W sur LP du transistor PMOS multiplié par la capacité par unité de surface Cox' dans le cas du transistor PMOS. Maintenant que nous avons décrit les structures à semi-conducteurs de façon succincte, nous pouvons passer au schématique principal. Tout d'abord, dans le cas du transistor NMOS, je vous rappelle que vous allez avoir une grille polysilicium de même nature que les sources drains, c'est-à-dire les diffusions N+, qui sont les réservoirs à électrons. Le transistor ici va avoir une schématique correspondant tout d'abord en analogique avec le substrat P qui est pris en référence et un potentiel VG appliqué sur la grille, VD sur le drain par rapport à la source qui sera au potentiel le plus bas ou dans le cas par défaut le plus généralement à la masse. Ce qui veut dire que les différences de potentiel ici VGS et VDS vont être par rapport à la source qui seront généralement au même potentiel que le substrat où on peut avoir une tension bulk. Donc en analogique, vous pouvez avoir aussi beaucoup d'exemples où la tension substrat est utilisée de façon DC ou même de façon AC. Donc là, c'est le principe de schématique du transistor où vous constatez que le courant va être un courant d'électrons puisqu'on va être en régime d'inversion par rapport au substrat qui est P contenant Na accepteur, les majoritaires étant les trous. Et le canal il va être d'inversion d'électrons et va connecter les sources et drains. Ce qui veut dire que par convention, le transistor NMOS canal N va avoir toujours les tensions positives VGS-VDS et le courant de drain composé d'électrons avec le sens du courant sera un courant rentrant. Maintenant, passons simplement à la schématique. En numérique, vous constatez que la schématique est relativement la même, on a juste la flèche en moins par rapport à la source. Et de toute façon, pour le transistor NMOS, on peut même éventuellement ne pas représenter le bulk, puisque par défaut, le bulk sera au même potentiel que la source, c'est-à-dire à la masse. Il en résulte qu'avec cette convention, notamment ici avec le schéma logique du transistor MOSFET canal N ou NMOS, on va pouvoir le considérer
en numérique comme un interrupteur. Tout d'abord, où dans l'état off, on va le considérer comme état 0, pas de courant est observé, c'est-à-dire que votre interrupteur sera ouvert, ça va correspondre à des tensions ici VGS qui seront strictement inférieures à la tension de seuil VTN, avec une tension VDS nulle. Donc ce comportement d'interrupteur va pouvoir être dans l'autre sens quand vous fermez votre interrupteur, vous allez faire passer le courant, vous serez dans l'état on, vous faites passer le bit 1, c'est le bit de poids fort pour le NMOS, simplement en bit 1, c'est-à-dire que la tension de grille VGS aura atteint une tension supérieure ou égale à VTN, avec une tension de drain VDS non nulle. Passons maintenant au cas dual du transistor NMOS, c'est-à-dire le transistor PMOS ou canal P. Vous observez ici en position verticale la structure élémentaire du transistor avec la grille en polysilicium P+, de même nature que les sources drain qui sont P+, sur la zone active qui est un puits de type N ou substrat N, c'est-à-dire composé par les électrons majoritaires dus à l'ionisation des phosphores. Donc, ce qui veut dire que notre courant, on va se rappeler qu'en inversion, ça sera un courant de trou qui va connecter les diffusions des sources et de drains. Donc, en analogique, la schématique est relativement similaire au cas précédent, sauf que si on prend la source ici mise à 0 comme référence de tension, eh bien les VGS et VDS, c'est-à-dire la différence de potentiel entre la grille et la source et entre le drain et la source, devront être négatif. Le courant composé de trous est un courant négatif, donc ça sera un courant sortant par le drain. Donc ça, c'est l'utilisation analogique. Passons au cas de la logique ou du numérique. Si l'on se place toujours la référence de tension, la source comme le bulk au zéro de tension, eh bien nous aurons une tension VG et une tension VD sur le drain, VG sur la grille, telles que les différences de potentiel devront être négatives en VGS et VDS pour avoir un courant de trou sortant IDP négatif. Donc la tension de seuil pour le transistor PMOS, dans ce cas VTP, sera négative. Ça, c'est le cas, on va dire, le transistor isolé, référencé par rapport à la source quand on est à 0 volt sur la source. Maintenant, dans le circuit, quand les composants sont agencés avec leurs composants complémentaires NMOS, où on va ensuite fabriquer des cellules, eh bien, nous allons devoir inverser la référence de tension, puisque les tensions en numérique seront uniquement positives. Donc, qu'est-ce que cela consiste à quoi? Eh bien, tout simplement à mettre ici la source au même potentiel que la tension d'alimentation VDD. C'est-à-dire qu'on va avoir une source entre guillemets virtuelle en mettant ici la source connectée au bulk. Donc vous observez que maintenant on va faire le transfert en tension, c'est que la différence de potentiel VGP, on va l'indiquer comme la tension Vin moins VDD, ainsi que la tension VDS sera devenue VDP, ça sera la tension Vout moins VDD, puisque l'on a connecté comme source virtuelle au même potentiel que le bulk, mais au potentiel le plus haut. Ce qui veut dire que si Vin est la tension appliquée sur la grille et Vout sur le drain, sachant que ce seront des tensions positives, dans le cas du PMOS, nous serons sur les fronts descendants des pulses, entre VDD vers l'état 0, ce qui veut dire que nous allons réobtenir des tensions ici VGP et VDP qui seront négatives à partir de valeurs de Vin qui vont passer ici entre VDD et 0. Donc l'indication ici des blocs CC' sera pour l'utilisation digitale où par défaut la source va être au même potentiel que le bulk, c'est-à-dire à VDD, le potentiel le plus haut pour le PMOS. Donc le mode opératoire et la schématique vont pouvoir être décrites de façon moins directe que le cas du NMOS, simplement en tenant compte de la différence de potentiel maintenant entre la grille et la source, et le drain et la source, c'est-à-dire soit on considère VGP, VDP comme ces différences, soit on considère la tension appliquée Vin ou Vout qui va être sur la grille et le drain. Il en résulte qu'en mode interrupteur, l'état off, c'est-à-dire interrupteur ouvert, pas de courant qui passe, sera observé pour Vin égale VDD, puisque dans ce cas-là, nous aurons VGP égale 0 volt. Donc soit dans ce cas,
on s'en référence par rapport au zéro de tension, c'est-à-dire qu'il suffit de constater que vous aurez VGP supérieur à VTP, puisque VTP est négatif, et avec un cas où VDP sera nul, c'est-à-dire quand Vout tend vers VDD. De la même façon, si l'on passe à un interrupteur qui va cette fois-ci être fermé, le courant va passer entre la source et le drain. Cela va correspondre soit en VGP-VDP pour les tensions VGP plus négatives que VTP, c'est-à-dire VGP inférieur ou égal à VTP, avec un VDP non nul, ce qui, en passant avec le changement de variable en V in de Vout, sera pour une tension, un domaine de tension tel que V in sera inférieur ou égal à VDD plus VTP, et quand VDP sera non nul, c'est-à-dire que le Vout va tendre vers l'état 0 ou le zéro de tension. Ainsi, pour le PMOS, le bit de poids fort, c'est quand on va vers l'état 0, c'est-à-dire dans les fronts descendants vers l'état bas. Avant d'aborder les aspects analogiques, notamment dans la section 3, avec le modèle petit signal, puisque chaque transistor pris isolément peut aussi jouer le rôle d'amplificateur, comme nous le verrons plus tard, nous allons ici décrire la conception de la première cellule élémentaire ou cellule CMOS. Vous voyez à gauche le transistor NMOS avec sa référence de tension, la source ici au même potentiel que le bulk, c'est-à-dire à la masse, ainsi que le PMOS ici en rouge, avec le bulk comme sa source ici mis au potentiel le plus haut, c'est-à-dire VDT. Sachant que le courant NMOS d'électrons est un courant rentrant, alors que le courant PMOS est un courant de trou sortant. Bien, si nous assemblons ces deux transistors, nous faisons une première cellule élémentaire CMOS avec la grille commune où vous allez appliquer le potentiel Vin et la sortie commune Vout, c'est-à-dire que nous sommes passés pour les transistors isolés à la modélisation en polarisation VGS-VDS à la cellule maintenant transférée en potentiel Vin de Vout par rapport à l'entrée-sortie de la cellule. Donc, ce qui veut dire que par rapport au fonctionnement digital, vous savez que vous allez avoir des pulses, des signaux entre 0 VDD à l'entrée, vous allez avoir un signal inversé à la sortie entre VDD et le 0 volt, c'est-à-dire ici une fonction non modélisée ici pour une variable A en entrée. On va obtenir A bar à la sortie avec simplement la schématique des bits d'entrée que vous avez inversé pour la sortie. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que le principe de fonctionnement du CMOS est un étage signal réalisé par le NMOS qui va avoir des performances en vitesse puisque vous allez avoir une mobilité électron rapide, alors que vous allez avoir un étage dit de charge qui va être réalisé par le transistor PMOS vis-à-vis de la sortie avec moins de courant puisque on est lié à une mobilité des trous plus faible. Donc en fait la géométrie ici des transistors NMOS WLN sur LN par rapport à WP sur LP est généralement optimisée pour compenser cette différence de mobilité en faisant que WN va être à peu près WP divisé par 3.